j'ai le plaisir de vous accueillir cet après-midi dans le cadre des rendez-vous Tech et Bio. Donc, je suis Natacha Sotro de l'ITAB, l'Institut de l'Agriculture et de l'Alimentation Biologique. Et donc, cette conférence a été organisée notamment dans le cadre de l'UMT, l'unité mixte technologique, qui rassemble, c'est un collectif de chercheurs et du développement, qui rassemble, donc je copilote cette UMT avec, pour l'INRAE, Servan Penverne, Marc Chamichan de l'INRA et Éco-Développement, et d'autres partenaires du développement, donc du GRAB, des stations d'expérimentation, du GRAB, les chambres d'agriculture, Bio de Provence, le réseau de Bio de Provence, des stations comme l'APREL. Et donc l'idée de cette UMT, c'est vraiment de fédérer un collectif de R&D, de recherche et de développement, pour favoriser le développement de systèmes bio innovants. Donc on pousse les complexifications de systèmes, la diversification de systèmes en lien avec les partenaires et pour actionner des leviers. Donc aujourd'hui, on a co-organisé cette conférence sur les questions de diversification et d'aménagement par rapport aux infrastructures, notamment rechercher les bénéfices des infrastructures et des aménagements écologiques. Donc j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Donc d'abord Jean-Michel Ricard, donc, du CTIFL, ingénieur d'expérimentation, qui nous présentera l'intérêt des aménagements pour favoriser la biodiversité et ses services. Ensuite, donc, Jérôme Lambion du GRAB, ingénieur d'expérimentation également, qui nous présentera en maraîchage toutes les possibilités d'actionner des leviers grâce aux plantes de service. Ensuite, Tarek Dardouri de l'INRAE, Gotteron, en fait, puisque l'UMT est bicéphale en quelque sorte, avec une double implantation sur Avignon et sur Gotteron, donc dans la vallée du Rhône, sur l'UE d'expérimentation de l'INRA, donc sur Gotteron, qui nous présentera donc en système agroforestier l'intérêt également d'actionner les plantes de service comme un levier intéressant. Enfin, Julie Borg, chargée de recherche à l'INRAE à PSH, plantes et systèmes horticoles, nous présentera également l'intérêt des composés volatiles pour cet effet recherché en tant que, pour actionner et pour contribuer à la régulation biologique des ravageurs. Je laisse sans plus tarder la parole à Jean-Michel et on prend volontiers toutes vos questions en ligne. Vous savez qu'il y a un chat, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, pendant les présentations, à poster vos questions sur le chat qui vous a été indiqué sur le site. Merci bien. Bonjour, donc je vais vous parler d'aménagement favorable à la biodiversité. Pour ça, en fait, j'ai choisi des exemples qui sont basés sur des travaux qu'on a menés, qu'on conduit toujours au niveau du CTIFL, sur le site de Balandran, à côté de Nîmes. Et en fait, dans le programme que je conduis, on s'intéresse à la fois au rôle fonctionnel de la biodiversité, alors plutôt en verger, et puis on s'intéresse également aux moyens de favoriser cette biodiversité fonctionnelle. Et c'est essentiellement à travers des aménagements qu'on a pu réaliser sur notre site expérimental et qu'on a suivi pendant plusieurs années. Donc en fait, l'idée de cette présentation, c'est de balayer un petit peu quelques expériences, retours d'expérience sur des aménagements, aussi bien utiles pour les vertébrés que les invertébrés. Voilà, donc tout d'abord un peu en préambule pour fixer un peu le cadre. Je voulais essayer de présenter un petit peu, très synthétiquement, on va dire, ce qu'on sait quant à l'intérêt de la biodiversité et surtout sur quoi s'appuie ce qu'on appelle la lutte biologique par conservation, et notamment sur l'intérêt de diversifier et d'avoir une diversité végétale à différentes échelles. Alors tout d'abord à l'échelle de la parcelle, on peut par exemple se poser la question de savoir finalement qu'est-ce qui se passe quand on passe d'un milieu ou d'une monoculture ou d'un milieu très simplifié à un milieu plus complexe, c'est-à-dire en fait avec de la diversité végétale, que ce soit à l'intérieur ou aux abords immédiats, on va dire, des cultures. Alors c'est de manière un peu culture au sens large, c'est pas nécessairement que verger ou maraîchage, ça concerne un petit peu différents types de cultures, comme des grandes cultures également. Et là, par exemple, je voulais juste m'appuyer sur une étude qui a été faite, une méta-analyse de plus de 500 expérimentations,
qui montre en fait que quand on passe de milieux comme ça plus simples à un milieu plus complexe en termes d'aménagement, de diversité végétale, eh bien globalement dans les grandes lignes on a des tendances, donc avec un effet moins de ravageurs, davantage d'ennemis naturels, comme on peut voir là ici sur l'effet positif, et puis également un peu moins de dégâts. Alors on voit qu'il y a aussi un effet un peu négatif sur le rendement des cultures, mais c'est peut-être lié aussi justement à une question de densification au sens d'intensification au sens large. Donc en fait, quelque part, le fait d'augmenter la diversité végétale dans et autour des cultures, ça a un effet positif sur la régulation naturelle des ravageurs. Alors, à une autre échelle, on peut se demander aussi ce qui se passe à l'échelle plus du paysage. Et pareil, on a aussi une multitude de travaux, et notamment de travaux qui ont porté sur qu'est-ce qui se passe quand on passe d'un paysage simplifié à un paysage plus complexe, avec davantage d'habitats semi-naturels, une diversité d'habitats. Et pareil, on peut aussi, il y a de nombreuses références, mais citer des méta-analyses sur de nombreuses publications qui montrent qu'en fait, quand on a un paysage plus complexe au sens large du terme, on a une diversité et une abondance accrue des auxiliaires. On a en fait davantage de prédation de parasitisme, on est vraiment sur le service. Par contre, les effets en cascade sur les ravageurs sont un petit peu plus difficiles à montrer, bien que plus récemment, il y a des publications qui confortent quand même cet effet favorable sur les ravageurs. Voilà. Et puis également, ce sont plutôt ce qu'on appelle les auxiliaires généralistes, même si on n'a pas le temps d'approfondir, qui sont favorisés à cette échelle plus large. Alors, on peut retourner un peu à l'échelle de l'exploitation, parce qu'agir sur le paysage, ce n'est pas toujours simple. Et se demander pourquoi des aménagements. Donc, c'est tout d'abord, du coup, on l'a compris, essayer de favoriser une biodiversité, si possible une biodiversité utile. Alors, je parle beaucoup de régulation des ravageurs, mais il y a également d'autres services qui sont importants, que ce soit la pollinisation ou la fertilité du sol, à appréhender sur des services attendus par la biodiversité. Le but des aménagements, c'est également de favoriser une connectivité des parcelles cultivées avec les habitats environnants, c'est-à-dire jusqu'à plusieurs kilomètres. Pour certaines, ça peut avoir un intérêt pour certaines espèces, comme les chauves-souris, donc cette notion un peu de corridor. Et puis, c'est augmenter les ressources trophiques, c'est-à-dire en fait la nourriture, la capacité à nos espèces qu'on espère utiles, qu'on veut accueillir, à trouver le gîte et le couvert, comme on dit. Donc en fait, il y a toute une multitude d'aménagements possibles qu'on voit ici, que ce soit des nichoirs, des gîtes. Les deux presque les plus essentiels, je dirais, ça serait l'eau, avec éventuellement des mares, et puis également aussi les haies, ou en tous les cas la végétalisation, on va dire au sens large, à travers des haies, des bandes non herbées ou des bandes fleuries, comme on verra tout à l'heure, de par leur capacité en fait de fournir justement ces ressources dont je parlais. Alors sur l'exemple des haies, il y a eu beaucoup de travaux, je ne vais pas m'appesantir, mais l'intérêt des haies, il est multiple, aussi bien pour l'entomofaune, ça a été travaillé en arboriculture, que pour les vertébrés, les oiseaux, à travers la fourniture de ressources, de baies, de fleurs, etc. Ces haies, on attend, j'ai marqué haies diversifiées, on attend de ces haies qu'elles aient une certaine qualité, c'est-à-dire en fait une composition diversifiée, avec du persistant, des caducs, des arbustes, des arbres, donc une stratification, donc une complexité à la fois de structure et de composition. On peut citer, j'ai mis un exemple, ces travaux
de l'INRA, de Sylvain Simon. Il y a eu des travaux aussi de Jean-François Debras à l'INRA d'Avignon sur l'intérêt des haies en termes de capacité d'accueil de l'entomofaune, avec, on le voit ici, une diversité végétale qui va offrir à la fois des abris pour l'hivernage de certains auxiliaires. On peut penser par exemple à certains cirfes ou à certains chrysopes qui hivernent à l'état adulte, à la fois de différentes floraisons étalées dans le temps pour la fourniture de pollen et de nectar, et éventuellement ce qu'on appelle des proies de substitution, c'est-à-dire en fait des proies qui ne sont pas des ravageurs du verger, mais qui peuvent être utiles pour fournir à manger à ces auxiliaires. Donc ça va être des psylles spécifiques de certaines plantes, comme l'arbre de Judée, ou des pucerons spécifiques de certains végétaux, comme le noisetier par exemple. Alors, on a aussi fait des travaux sur l'effet des haies un petit peu plus dans le détail. Je voulais le citer parce qu'il y en a peu. C'était plutôt on a travaillé sur des déplacements pour essayer avec des marquages pour essayer de voir entre la haie et les cultures, notamment ici le verger, comment se déplacer cet entomophone. Et ces marquages montrent que, par exemple, on peut avoir certaines espèces qui sont plutôt inféodées à la haie, d'autres qui sont plutôt inféodées aux cultures, et puis d'autres qui se déplacent davantage de l'une à l'autre, comme par exemple pas mal d'araignées du sol ou de l'araignée de la frondaison des arbres. Avec des déplacements jusqu'à une cinquantaine de mètres. C'est des zones d'influence 50 à 100 mètres qui sont en tous les cas, qu'on peut voir dans la littérature. Et puis avec une étude complémentaire de la prédation par biologie moléculaire qui montre que certains individus, comme des forficules ou des araignées, qui se sont déplacés, peuvent consommer par exemple du puceron cendré. Donc ça a appuyé un peu l'intérêt de la haie, on va dire, même si démontrer l'effet direct est toujours assez délicat. Et puis sans être complètement idyllique, les haies, ça peut héberger des ravageurs dans certains cas et être un petit peu problématique. Donc on peut penser à des ravageurs comme le triple du poireau. On a montré quand même que les haies n'étaient pas toujours extrêmement favorables. Alors aussi, je voulais présenter un petit peu ce qui se passait quand on agissait à l'échelle de l'exploitation, avec par exemple ici, plantation de haies ou de bosquets, donc végétalisation arborée. Un exemple de ce qu'on peut observer sur ces deux photos à un pas de temps d'une dizaine d'années. C'est peu et c'est pas beaucoup en même temps. Donc ici, un exemple de plantation de bosquets sur une zone un peu de délaissée dans une exploitation. D'autres aménagements, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont à la fois de vergers et de zones où il y a un peu de friche, un peu de mares. Et toujours est-il que l'effet qu'on peut observer, on a pu le montrer par exemple avec des inventaires ornithologiques réalisés sur ce pas de temps de 10 ans, qui montrent qu'on a une évolution de la vie-faune, avec en fait certaines espèces qui ont tendance à diminuer, qui sont plutôt inféodées à des milieux ouverts, comme voilà, la bergeronnette, la perdrix rouge, des espèces qui sont favorisées ou qui apparaissent, des espèces plutôt de milieux fermés, par exemple voilà, le rouge-gorge, la mésange bleue, ou des espèces inféodées aux haies. Donc on voit une évolution aussi de cette biodiversité avec ces aménagements au cours du temps. Voilà, j'ai mis quelques photos du chouca des tours qui est une espèce favorisée qui nous pose un peu de problème en arboriculture en tout cas. Et puis au niveau des haies aussi, on peut observer, et ça on l'a fait à travers des enregistrements acoustiques sur des chauves-souris, on voit que ces haies sont favorables à une activité ou à une pénétration, en tous les cas des chauves-souris, à l'intérieur de l'exploitation, des cultures, puisqu'on voit vraiment que sur l'histogramme de gauche, on a à peu près 4 fois plus d'activité enregistrée de chauves-souris que sur le centre du verger, là, donc, sur lesquels on voit une distribution des espèces à peu près similaire, mais par contre une attractivité beaucoup plus forte de la haie, tout simplement parce que les chauves-souris vont venir s'y alimenter, puisque c'est au niveau de ces structures qu'on va retrouver beaucoup d'insectes et de ressources et de nourriture. Deuxième aménagement, les points d'eau, donc aménagement de mares. En milieu méditerranéen, ça va être des mares souvent artificielles qu'on peut créer.
et qui vont avoir un intérêt multiple, bien sûr pour l'abreuvage, mais aussi pour la chasse des insectes qui vont s'y développer, et puis favoriser certains types d'animaux, bien sûr, alors les amphibiens, mais aussi par exemple les libellules qui peuvent s'y reproduire et qui sont tout aussi carnivores, insectivores et peu connus, en tous les cas en termes de potentiel auxiliaire. Voilà, et ce sont des eaux plutôt propres, enfin des zones, des plans d'eau calmes et propres dont on a besoin pour avoir ces effets-là. On a pu observer, comme je le mets ici sur cette diapositive, en fait, tout un tas d'espèces avec des pièges photographiques sur la mare que je vous ai présentée en photographie, qui montrent qu'on peut observer, voilà, jusqu'à 27 espèces d'oiseaux et de mammifères sur cette mare, plus ou moins temporairement, plus ou moins régulièrement. Certaines sont sédentaires, elles sont là souvent. D'autres sont de passage, ça peut être des migrateurs, des oiseaux migrateurs qui viennent. Voici quelques images pour illustrer un petit peu cette mare un petit peu et les photographies qu'on a pu faire, voilà, en fait, de rapaces nocturnes, mais aussi d'autres rapaces, de buses ou de renards à la mare. Troisième type d'aménagement, les nichoirs. C'est quelque chose qui est beaucoup prôné, en fait, alors surtout à travers les nichoirs à mésanges, mais en agriculture, en arboriculture. Donc essentiellement, les nichoirs, c'est parce qu'on manque de cavités en milieu agricole qu'on les pose. Pour les oiseaux dits cavicoles, puisque ce sont des oiseaux qui recherchent des cavités pour nicher. Donc là, à travers la pose de nichoirs, on va essayer de favoriser des espèces, tout un tas d'espèces potentiellement, et surtout des auxiliaires pour l'agriculteur. Donc je disais mésanges, mais il n'y a pas que les mésanges qui sont intéressantes en termes fonctionnels. Il peut y avoir des rouges-queues, il peut y avoir voilà, des oiseaux qui vont chasser plutôt en vol. Il peut y avoir du piquet-pêche, il peut y avoir de la huppe, du torcol. Tous ces oiseaux sont insectivores à un moment donné ou de leur cycle de vie et peuvent avoir une action, ça a été étudié largement, sur certains ravages. Donc ces nichoirs, ils intéressent, comme on le voit sur ces photos, quand on pose un nichoir à une grosse cavité. Ici, c'est sur des photos prises à l'entrée d'un nichoir chouette et frais, posé sur un poteau. Ils intéressent toute une diversité d'espèces, comme on peut les voir sur ces images, des rapaces nocturnes, des diurnes, de différentes tailles, même des chauves-souris. Et par contre, il arrive que on n'arrive pas nécessairement à héberger l'espèce souhaitée. Ici, c'était un nichoir à chouette et frais. C'est surtout le choucas des tours qui a investi le nichoir. C'est des phénomènes de concurrence qu'on ne maîtrise pas toujours. Mais en tous les cas, ça montre l'attractivité qu'on peut avoir dès qu'on pose un nichoir à cavité. Au niveau de ces nichoirs, ce qui est important, c'est le diamètre du trou d'entrée. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais finalement, il y a des nichoirs qui sont des boîtes à trous qui sont adaptées à différents types d'espèces. Et puis vous avez des nichoirs, comme on voit sur l'image de droite, dans un bâtiment qu'on appelle nichoirs en applique, qui sont réservés à d'autres espèces, comme la chouette chevêche, comme le faucon cresserelle. Donc en fait, c'est par une diversité de types de nichoirs qu'on va aussi créer, en tous les cas essayer de favoriser une diversité d'oiseaux. Sachant qu'en fait, il y a une maintenance minimale à réaliser une fois par an sur ces nichoirs de nettoyage à l'automne, et qui est quand même impérative. Nichoir, on a dit aussi, il y a les gîtes. On parle pour les chiroptères de gîtes et pas de nichoirs, tout simplement parce que ce sont des abris de passage, on va dire. Il n'y a pas de reproduction dans les gîtes à chiroptères. Il y a différents modèles, certains sont adaptés à certaines espèces et d'autres à d'autres. Donc en fait, des nichoirs plats, comme sur la photographie de gauche, plutôt réservés par exemple aux pipistrelles, et des nichoirs en cavité, comme ceux de droite, sont plutôt réservés à d'autres espèces, comme des myotis ou autres. Et tous peuvent être occupés. Et en fait, ces nichoirs, ces gîtes, pardon, en fait, ils sont là juste... ils sont occupés de manière assez temporaire, en fait.
Ce qui est nécessaire, c'est, je le disais tout à l'heure, d'avoir voilà, de la ressource, des haies, des corridors pour favoriser les chauves-souris, en tous les cas à large échelle. D'autres types d'aménagements comme des poteaux perchoirs, ici en image, qu'on a ici équipés aussi de pièges photographiques. Et sur ces inventaires photographiques, on voit que ces poteaux perchoirs en verger, alors pas en verger de pommiers par exemple, qui sont largement pourvus de palissage souvent, mais en verger de fruits à noyaux, on voit que ces poteaux perchoirs ont un effet attractif sur toute une diversité d'oiseaux, notamment par exemple sur de très nombreux rapaces. Et ces rapaces, on peut les observer ici. Je vous ai mis quelques images de ces rapaces présents là sur l'exploitation, tout observé sur une pas de temps de 2 années de piégeage photographique. Et ça permet également de montrer que ces animaux sont utiles avec des captures de proies, que ce soit de campagnols, de rats noirs, de mulots. Donc voilà un petit peu aussi le moyen de montrer qu'il se passe des choses. Parce qu'en fait, ces poteaux perchoirs, quand on y va, on les voit rarement occupés, ou en tous les cas, on ne voit pas d'activité, mais pourtant, ici, on passe beaucoup. Dernier aménagement, enfin, en tous les cas, un peu plus pour l'anecdote, parce que beaucoup plus rare, des gîtes à reptiles qui sont des tas de branches en décomposition pour la reproduction et l'hivernage, destinés plutôt aux serpents, mais aussi sur lesquels, avec le piégeage photographique, on peut montrer qu'il y a une forte attractivité, parce que, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais en tous les cas, ces gîtes sont entourés de pierres, de petits murets, et là, ce sont des micro-habitats pour une faune très diversifiée, aussi bien de micro-mammifères que de petits reptiles, que d'animaux, et c'est vraiment un des aménagements sur lesquels on a quasiment le plus de diversité, en tous les cas sur notre exploitation. Et donc on peut voir ici différentes images de ces animaux. Alors, petit peu pour terminer aussi, aménager, c'est aussi laisser faire un petit peu, c'est-à-dire pas faire grand-chose, ou en tous les cas favoriser l'existant, donc en tout cas conserver l'existant, que ce soit des vieilles remises dans lesquelles on peut installer ces nichoirs dont je parlais, que ce soit la transformation, en tous les cas, faire évoluer par exemple un vieux transformateur, comme ça a été fait à Sudexpé, qui a été transformé en nichoir à chouette et frais. Et puis bien entendu, conserver les plans d'eau, un peu de roncier, des arbres morts dans lesquels on va trouver ces fameuses cavités qu'on ne trouve pas sur des arbres vivants. Donc voilà, et puis également conserver des zones plus extensives, peu ou très peu entretenues, ou en tous les cas pas entretenues toujours de la même manière, ce qui permet d'avoir une diversité d'habitats à l'échelle d'une exploitation. Donc un petit peu pour conclure rapidement sur ces aménagements en faveur de la biodiversité, je pense qu'on peut retenir 2 types d'actions complémentaires. Ça va être de préserver ou de créer des habitats semi-naturels avec des points importants, c'est la connectivité, c'est bien entendu leur surface, parce qu'il en faut une surface minimale, on va dire, même si elle n'est pas toujours facile à définir exactement. Leur qualité d'accueil, c'est-à-dire en fait le fait que ces habitats soient à la fois divers, qu'ils aient une diversité végétale importante, une gestion extensive. Et puis, deuxième point, ça va être de pair, on va dire, la diminution de l'intensité des pratiques, qu'elles soient phytosanitaires, de fertilisation au niveau de l'exploitation. Ce sont des mesures, en tous les cas, des intentions complémentaires. Et cela à toutes les échelles, quasiment, on a pu le comprendre, de quelques centimètres, je dirais, à quelques hectares presque. Merci beaucoup, voilà. Jean-Michel. En fait, ça fait une très bonne transition pour ceux qui ont écouté la conférence de ce matin, puisqu'on a conclu la conférence de ce matin par la présentation de Pierre Franck sur la gestion de la régulation biologique à l'échelle paysagère. Et il nous pointait aussi, comme dans ton introduction, la difficulté, la complexité des phénomènes où, grossièrement, en général, ça favorise effectivement la complexité, la mixité, favorise la régulation, mais dans certains cas, ça favorise aussi des ravageurs et qu'on a du mal à pouvoir tirer des enseignements
enseignement en disant systématiquement dans des grandes méta-analyses, tout bouge dans le sens dans lequel on aimerait que ça bouge. Moi j'ai des questions parce que c'est passionnant en fait tous ces travaux. En fait, donc est-ce qu'au bout des 10 ans, donc tu as montré toutes les photos, tout ce que vous avez pu recueillir comme présence, indicateurs d'état, de faune diverses, est-ce que vous avez finalement un T0 et un T plus 10 ans qui, sans parler des effets cascades recherchés sur la régulation, qui est encore l'étape d'après pour savoir les effets, est-ce que vous avez eu des mesures de T0 à T10 ans plus tard, de tous ces aménagements sur ces différentes faunes? La mesure la plus visible, enfin je dirais qu'on ait réalisé, c'est celle sur les oiseaux, les inventaires oiseaux dont j'ai parlé, par exemple. Et donc c'est une augmentation, parce qu'on sait, hein, aujourd'hui c'est très recensé, c'est même médiatisé, avec une perte drastique des espèces d'oiseaux en Europe, tout particulièrement dans les contrées d'agriculture intensive. Est-ce que vous avez justement pu identifier une augmentation de X pourcentage d'espèces, en fréquence, enfin en nombre Là, ce qu'on voit justement sur ces résultats où on a fait vraiment la même méthodologie d'inventaire en 2009 et en 2019, comme j'ai essayé de le montrer sur notre exploitation, on va dire, 70 hectares, dans laquelle il y a une évolution du paysage, un petit peu que j'ai essayé de montrer rapidement à travers ces photographies, à la fois parce qu'on a planté des petits bosquets, on a aménagé, il y a eu une certaine un peu fermeture quelque part du milieu par endroit. On a une évolution en tous les cas des espèces, avec des espèces de milieux fermés qui sont apparues, entre guillemets. Donc on voit que sur ce pas de temps de 10 ans, on fait bouger les choses en fait. Oui, c'était plus en termes quantitatifs, parce qu'effectivement, tu l'as très bien montré, les espèces ne sont plus les mêmes. On voit même aussi que finalement, vous aviez parfois des questions d'espèces concurrentes qui étaient plus subies que choisies finalement. Mais est-ce que d'un point de vue quantitatif, vous avez pu aussi chiffrer en quelque sorte un T0 et un T10 par rapport à ce retour des oiseaux dans ce dispositif expérimental? Alors, sur certaines, enfin, on a en abondance ou en activité un peu plus. Ça, oui. Après, sur d'autres groupes, c'est plus difficile parce qu'en fait, on n'a pas nécessairement des données de long terme ou des données suffisantes pour l'observer. Là, actuellement, on est dans le cadre d'un projet, peut-être dont Tarek parlera, sur un projet de verger agroécologique où justement, un petit peu, on va en fait faire ce travail un peu de suivi de trajectoire quelque part, de T0 avec des pas de temps prévus sur au moins à peu près 6 ans, en tous les cas minimum de la durée du projet, de suivi de l'évolution de la biodiversité dans un verger agroécologique dans lequel on a déjà commencé à complexifier et à aménager. Et donc une dernière question, parce que le temps tourne et chacun doit avoir aussi sa part de parole. Sur la dernière diapo, tu pointais, effectivement, ça paraît assez intuitif et logique de contribuer à jouer sur l'intensification des pratiques, notamment des phytosanitaires. Ça a été dit ce matin, la question des pesticides, évidemment, qui a un impact fort sur la faune auxiliaire. Pour autant, tu pointes également les notions de fertilisation et d'impact aussi, du coup, potentiellement sur les rendements. Mais quel lien tu fais alors, du coup? Est-ce que tu peux expliciter ce lien entre fertilisation et les impacts parce que, enfin, là, pour phytosanitaire, il n'y a pas besoin, mais sur les aspects fertilisation, ça peut peut-être nécessiter et valoir le coup de creuser un peu ce que tu pointais. Disons que ça va être plutôt sur des fertilisations très importantes ou des impacts du coup plus sur la faune ou la microfaune du sol, en tout cas. Et là, vous avez des observations par rapport à certains seuils ou en termes de services rendus qui peut être plus ou moins altéré ou enfin... Nous, personnellement, non, mais pour en avoir en tous les cas... il y a des publications qui, en tous les cas, en parlent, qui le montrent. Donc, après, c'est sûr que le sol, ça reste un monde complexe.
est encore peu connu finalement au niveau à la fois des constituants à différentes échelles. Mais en tout cas, c'est aussi un des points essentiels, en tous les cas, je dirais aussi des progrès, ou en tous les cas de la maîtrise des cultures, encore, au niveau Oui, tout à fait. Je pense que c'était un des points importants que tu as montré dans le tout premier graphe, où finalement on se pose la question de bien placer le curseur par rapport au rendement, par rapport aux avantages que procure la biodiversité en termes de services rendus. On va passer sans plus tarder, je pense qu'on y reviendra sans doute sur ces questions de bons compromis à trouver. Jérôme Lambion du GRAB, tu peux switcher basculer sur ta présentation, et je vais regarder si vous avez déposé des questions sur le chat à ce sujet, et on reviendra dans une partie peut-être plus transversale à la fin si le temps nous le permet. Alors oui, tu as une question sur les références des publications citées. Donc il y a eu notamment le Tourneau Étal 2011. Quelqu'un en ligne qui souhaiterait avoir la publi, mais je pense qu'on pourra mettre ça en accès sur le site de Tech & Bio, sur différentes publications. Ou sinon, vous pouvez aussi contacter par mail Jean-Michel, et qui vous adressera la publi en question. Je pense que c'est le plus simple encore. C'est probable. Oui, tout à fait. Merci. Vas-y. Bonjour à tous. Donc après la présentation de Jean-Michel, qui s'est essentiellement concentré sur les vergers, je vais vous présenter quelques travaux qui concernent l'intégration de plantes de service dans des systèmes maraîchers, et pour ce qui nous concerne, pour des systèmes maraîchers sous abri du sud de la France. Donc ça va concerner la gestion des ravageurs et aussi la gestion de l'enherbement, qui est une contrainte très forte pour les producteurs, et en particulier pour les producteurs bio. Donc quelques rappels, mais Jean-Michel en a déjà touché deux mots, donc on ne va pas s'étendre sur ces sujets-là. Assez régulièrement, il est cité dans plein de publications que les cultures ne sont pas suffisantes au maintien des auxiliaires. Donc les auxiliaires, c'est bien les organismes qui vont rendre service aux producteurs, notamment parce qu'un certain nombre de ces auxiliaires ont des exigences, notamment au stade adulte, pour les cirques, les chrysopes, et ces stades de développement des insectes nécessitent des ressources qu'ils trouvent dans les fleurs. Donc quand on parle de bandes fleuries, vous voyez d'où ça vient. Et donc l'enjeu... On va faire juste un petit arrêt, juste pour fermer le PowerPoint précédent de Jean-Michel et pouvoir projeter ton... Il faut juste fermer, je pense, voilà, histoire que je voulais laisser ouvert, mais c'était pas une bonne idée. Voilà, pour que à l'écran, éventuellement pour ceux qui... Vous auriez pu mettre une souris, ça aurait été plus pratique. Désolé, voilà, d'où les petits ajustements autour. Voilà. Désolé pour ce petit intermède technique. Les aléas du direct. Voilà, donc certains stades de développement ont besoin de fleurs, et donc s'il n'y a pas d'adultes, il n'y aura pas de larves, alors que c'est souvent les larves qui sont prédateurs et qui nous rendent service. Et l'enjeu, et c'est exactement les mêmes pour les cultures maraîchères, comme ce qu'a pu présenter Jean-Michel, c'est que les auxiliaires trouvent le gîte, donc ça c'est une notion d'habitat, et le couvert, ça c'est plutôt des notions de nourriture. Et ce qui est très important, c'est à la fois la durabilité des ressources, quand on parlait de changement d'échelle, c'est ça, c'est trouver des ressources dans le temps, donc c'est pas juste des pratiques annuelles, mais vraiment on s'inscrit dans le long à moyen à long terme. Et c'est aussi, ça passe par forcément une complexification de l'agro-système, l'agro-écosystème, par l'intégration de plantes de service. Et donc, quand on parle de plantes de service, c'est vraiment une fonction. Quand on parle de plantes, c'est les notions de biodiversité, et service, c'est pareil, c'est la fonction. Et la fonction qu'on va attendre de ces plantes-là, c'est la fourniture d'auxiliaires qui vont participer à la régulation des ravageurs, et donc rendre le service aux producteurs en termes de diminution des pressions de ravageurs. Donc, je vais vous présenter deux projets, les résultats de deux projets qui sont ou finis ou en cours, qui ont été financés dans le cadre de Ecophyto. Un projet qui s'appelle Placob, dont l'enjeu c'était de gérer l'enherbement dans différentes cultures. Pour ce qui nous concernait en culture maraîchère, c'était au pied des bâches des abris, et aussi avec une autre fonction qui était la fourniture d'auxiliaires. Donc là, on avait vraiment deux fonctions qu'on attendait, deux services qu'on attendait de ces plantes-là. Et un projet qui est en cours, qui s'appelle Cosinus, où là, l'enjeu, c'est intégrer les résultats de différents projets à l'échelle de l'exploitation. Pas juste travailler une année sur une culture, mais vraiment intégrer à l'échelle de l'exploitation. Donc on n'est pas encore dans le paysage, mais on change quand même d'échelle, intégrer des résultats de différents projets pour vraiment
avancer sur le terrain avec les producteurs pour que ces composantes-là, qui complexifient aussi leur travail, soient vraiment intégrées à l'itinéraire culturel. Donc Placob, ça a commencé par un travail de sélection des espèces potentiellement intéressantes, à la fois comme couvre-sol et comme source d'auxiliaires. Donc ça a été mis en place sur la station du Grabe, ici sur Avignon. Et donc ça a consisté dans un premier temps à sélectionner ces espèces-là, qui devaient être des vivaces, qui devaient être des plantes rustiques, adaptées à conditions de croissance au pied des bâches plastiques. Donc vous avez là la liste des espèces qui appartiennent à différentes familles. On trouve des composés, on retrouve des fabacées notamment. Donc une mise en place à l'automne 2017 au pied des bâches avec une plantation assez serrée de l'ordre d'un espacement d'une vingtaine de centimètres. Sur cette manipulation-là, on avait mis en place un goutte à goutte et vous voyez dès le printemps 2018 à quoi peuvent ressembler les parcelles, c'est-à-dire des parcelles pour lesquelles, notamment à droite, la Centaurée, la Tanésie, l'installation se fait de façon assez lente. Donc on voit encore pas mal de sols nus et des toutes petites plantes. Et des plantes qui vont beaucoup plus vite, la pâquerette, la lys notamment, sur la gauche, donc avec une occupation du sol bien meilleure. Donc en termes, déjà visuellement, on voit que cette fonction de couverture du sol pour concurrencer les adventices, certaines plantes réagissent très vite. Donc c'était au printemps 2018. À l'automne 2018, vous voyez qu'il y a une couverture du sol très intéressante pour certaines des espèces, comme la marguerite, la centaurée jacée, l'achillée millefeuille et l'absinthe. Au printemps suivant, vous voyez de nouveau l'achillée, le lotier, la tanésie, qui se sont bien comportés en sortie d'hiver. Par contre, vous voyez que la pâquerette, qui était très bonne sur une première année, du coup, en couverture du sol, donc c'est la photo en bas à droite, elle est bien réduite, donc ne répondait pas aux critères qui étaient l'occupation sur le long terme de ces pieds de bâche. Et donc, été 2019, l'aspect de quelques bandes fleuries, vous voyez centaurée, lotier, une belle couverture du sol avec des fleurs, notamment pour le lotier, une alice qui commence un peu à sécher, donc une fin d'été pour laquelle la couverture du sol est moins satisfaisante, et la tanésie, bonne couverture du sol, mais des grandes plantes qui se développent, et du coup qui étaient gênantes au niveau du travail des producteurs, parce que les hampes florales s'affaissaient, et du coup la circulation était gênée dans les tunnels. Donc ça c'était pour les photos. On a caractérisé un peu l'occupation du terrain. Ce qui nous intéressait c'était la largeur des espèces qu'on plantait. Là vous avez les résultats sur l'année 2019, mais les suivis avaient été aussi réalisés en 2018. Et on sait qu'on a entre 30 et 40 cm de disponibles. Et on veut une occupation rapide de cette largeur-là, mais on ne veut pas non plus des plantes qui deviennent trop envahissantes. L'enjeu derrière c'est que le producteur puisse quand même continuer à produire sans que ces plantes supposées rendre service deviennent une gêne. Et on voit que pour certaines plantes, sur le graphique on voit bien ce qui dépasse, l'achillée, la marguerite, le sainfoin, la mission est remplie mais même un peu trop, c'est-à-dire qu'on a des hampes florales qui s'abaissent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et du coup qui en viennent à gêner le travail des producteurs. Donc ça peut se gérer en les fauchant, mais ça fait toujours un peu de travail en plus pour les producteurs. Et on a des plantes qui sont dans l'ensemble avec une bonne couverture du sol, la limite étant pour nous en gros 30 ou 40 cm. Si on regarde le pourcentage de sol occupé en deuxième année, on a des pourcentages très importants. Vous voyez l'absinthe, on est au-dessus de 90%. On a un certain nombre d'espèces pour lesquelles l'occupation du sol est de l'ordre de 80-90%. Donc ça veut dire plus beaucoup d'espace disponible pour les mauvaises herbes. D'autres espèces comme la pâquerette ou le souci, la pâquerette elle était très bien en 2018, en 2019 elle est beaucoup moins bien. Le souci, on a un peu des pertes de densité, ce qui fait que le pourcentage du sol occupé par l'espèce plantée, finalement, il est réduit en deuxième année. Donc en troisième année, c'est encore pire. Voilà, donc ça c'était important pour nous de noter ce pourcentage du sol, qui est assez directement relié au temps de désherbage. On a essayé, alors c'est des valeurs qui sont acquises dans des conditions d'expérimentation en station, donc il ne faut pas les prendre en tant que telles, mais ça nous permettait de comparer les différentes modalités entre elles, et ce qui fait bien apparaître que certaines espèces dont l'occupation du sol était très bonne, au-delà de 80-90%, le temps de désherbage a été très réduit. Vous voyez, l'achillée, l'absinthe, la marguerite, on est vraiment sur des temps de désherbage sur une année qui sont extrêmement faibles. Et d'autres espèces comme la lys, le souci, qui avaient un taux de couverture du sol beaucoup moindre, bien moindre, mais on se rend compte que le temps de désherbage est plus important. Donc ça, quelque part, c'est une mesure du service rendu en termes de gestion de l'enherbement. On a des plantes qui sont très compétitives, qui étouffent complètement les mauvaises herbes, et donc qui constituent quelque part un paillage végétal qui permet d'éviter que le producteur passe trop de temps à désherber. Donc ça, c'était pour l'aspect service
en herbement. On a aussi travaillé sur la biodiversité fonctionnelle, et là, la fonction qu'on attendait de ces plantes-là, c'était la fourniture d'auxiliaires. Donc on a fait des aspirations, qui consistent donc à aspirer tous les insectes qu'on a sur des plantes, et vous voyez sur les graphiques les nombres moyens d'auxiliaires aspirés sur les différentes espèces. Et donc on a des entomophones, enfin on trouve des auxiliaires assez différents d'une espèce à l'autre. Vous voyez par exemple la grande barre en vert, c'est le souci. C'est une plante qui est réputée, sur laquelle on a travaillé depuis plusieurs années, et qui est une plante très favorable aux punaises prédatrices, Macrolophus, qui sont des prédateurs d'Alerode, de Tuta absoluta, la mineuse de la tomate, et aussi d'acariens. La lys, l'absinthe, le sainfoin, la tanésie, en fait, se retrouvent à un niveau quasiment équivalent au témoin. Tout à l'heure, Jean-Michel parlait de la flore spontanée, des aménagements qui préexistent. Une flore spontanée, dès lors qu'elle est suffisamment diversifiée, joue ce rôle de refuge et de fourniture de ressources pour les auxiliaires. Et notre témoin à l'intérieur de ce tunnel, en l'occurrence, a joué ce rôle-là. Et le fait d'avoir mis en place de la lys, de l'absinthe, du sainfoin, de la tanésie, on n'a pas amélioré la situation. C'est-à-dire que si on avait laissé pousser les mauvaises herbes, on avait la même situation. Donc mieux vaut s'éviter ce travail de plantation que de mettre en place ces espèces-là, en tout cas dans nos conditions à nous. Par contre, vous avez d'autres espèces comme la marguerite, on a accueilli vraiment beaucoup de cirfes. Le souci, j'en ai parlé, on a accueilli beaucoup de punaises prédatrices. Et sur les centaurées et les lotiers, on a vu beaucoup de coccinelles. Donc là, on est chez les prédateurs. Et on a des micro-hyménoptères qu'on utilise en lutte biologique, qu'on a naturellement dans l'environnement, dans la faune spontanée française. Et ces micro-hyménoptères, on les a retrouvés notamment en quantité très importante, et ça c'est en rouge sur les histogrammes, sur l'aquilée, sur la centaurée, le lotier et sur la pâquerette. Donc ça c'est très intéressant en termes de service rendu, parce que là je vous présente des moyennes pour pas trop complexifier la présentation, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir à quel moment ils arrivent dans la culture. Enfin, à quel moment ils arrivent au moins déjà sur les bandes fleuries. Plus ils arrivent tôt sur les bandes fleuries, plus on gagne du temps en termes de régulation sur la culture. Et pour certaines d'entre elles, notamment l'aquilée, le lotier, on a des micro-hyménoptères présents très précocement dans la culture, donc avec un transfert, très précocement sur les bandes fleuries, donc un transfert sur les cultures qui intervient beaucoup plus tôt que pour les autres espèces, qui nous fait gagner du temps en termes de régulation. Voilà, donc pour illustrer, là vous avez une photo sur la centaurée. J'espère que sur votre écran vous voyez bien. Donc on voit des manchons de pucerons. Jean-Michel parlait des pucerons spécifiques, notamment sur noisetier. Ça c'est vraiment très important, c'est proie de substitution. Les fleurs fournissent du nectar et du pollen, mais un certain nombre d'auxiliaires trouvent directement un garde-manger dans les plantes, et notamment un garde-manger, de la viande. Et la viande, ça nourrit plus que le nectar et le pollen. Et vous voyez, en 2019, sur le site du Grabe, vous aviez des manchons d'un puceron spécifique de la centaurée, et sur lesquels on avait une multitude d'auxiliaires. Vous avez reconnu des coccinelles. En bas à gauche, on a des cantharides, qui sont des prédateurs généralistes. En haut à droite, on a une punaise prédatrice d'Ereocoris. Et en bas à droite, une larve de coccinelle. Et on a aussi mais sur la photo, ça paraît peut-être pas très facilement, on a aussi des araignées qui tissent des toiles dans ces hampes florales qui sont un peu plus hautes que le reste de la végétation. Et quand Jean-Michel parlait de strates différentes dans les haies, on est exactement sur les mêmes mécanismes. Donc un petit bilan de cet essai sur 2 ans. Alors c'est vrai que c'est modeste, quand on parle de long ou moyen terme. Nos manips dépendent aussi des financements qui sont derrière, et là le projet durait 3 ans, donc là je vous présente les résultats sur 2 ans, mais ça nous donne déjà un aperçu de la durée de vie des bandes fleuries dans ces cas-là. Donc c'est la colonne de gauche. En termes de couvre-sol, vous avez en vert ce qui est très satisfaisant, en vert plus clair ce qui est moins satisfaisant, c'était notamment des plantes qui occupaient bien le terrain mais qui étaient un peu trop volumineuses et qui gênaient les passages. En orange, des occupations pas assez denses, et donc du désherbage nécessaire derrière. Et biodiversité, c'est notre évaluation de la capacité de ces plantes-là à attirer des auxiliaires. Donc vous voyez l'absinthe, la tanésie qui était plutôt prometteuse dans certaines manips, éventuellement ailleurs en France, chez nous elles n'étaient pas satisfaisantes. Et vous avez des plantes comme la pâquerette, le souci, la lys, ça a été variable, la centaurée, la marguerite, l'aquilée, le lotier, qui sont de très bonnes plantes pour jouer ce rôle de refuge pour les auxiliaires. Donc voilà l'effet sur les... Qu'est-ce qu'on pouvait observer dans les bandes fleuries? Si on regarde ce qui se passe dans les cultures, ce qui intéresse in fine les producteurs, dans le même tunnel en 2019, on avait 2 cultures, une d'aubergine et de poivron. Et si on regarde les ravageurs principaux
Sur l'aubergine, c'était les acariens, et sur les ravageurs principaux, sur le poivron, c'était les pucerons. On a à la fois les bandes fleuries qui ont permis une baisse des populations de ravageurs, grâce notamment à une augmentation de ces populations d'auxiliaires. Et quand on fait le ratio auxiliaire sur ravageur, qui est un estimateur quelque part de la capacité du milieu à réguler les ravageurs, on a amélioré dans les deux cas, sur les deux cultures, ce ratio-là. Donc c'était une preuve d'efficacité des bandes fleuries dans cette manip. Le deuxième projet qui est en route, qui s'appelle Cosinus, pour la conception de systèmes maraîchers favorisant la régulation naturelle des organismes nuisibles. Là, on continue à travailler sous abri. Et donc là, l'enjeu, il y a des partenaires qui sont en agriculture biologique, en l'occurrence nous, des partenaires en agriculture conventionnelle. Et pour eux, c'est évidemment l'enjeu qui est de baisser les traitements phytosanitaires à travers notamment le suivi d'indicateurs comme les IFT. Et là, les leviers qui sont mis en œuvre, ce sont les infrastructures agroécologiques, c'est tout l'enjeu tout le sujet de la conférence. Mais ça se fait à l'échelle de l'exploitation, avec éventuellement des auxiliaires autoproduits, c'est-à-dire que ces plantes de service peuvent aussi servir de mini-élevage à la ferme, mais ça passe aussi par des notions qui ne passent pas dans des graphiques, c'est les compétences des producteurs, parce que des producteurs qui mettraient en œuvre ces principes-là sans comprendre un peu les mécanismes, c'est le risque qu'ils fassent des erreurs. Donc il y a 3 sites d'expérimentation, je vais vous présenter quelques résultats de notre site, puisqu'on est au tout début du projet. Voilà, donc des stratégies qu'on a mises en œuvre, des bandes fleuries à l'intérieur, ça se rapproche des manips dont je vous ai parlé tout à l'heure, des bandes fleuries à l'extérieur. Quand on parlait de gestion de l'enherbement spontané, les zones refuge, c'est gérer cet enherbement pour lui faire jouer un rôle optimal. Des plantes relais, c'est-à-dire qu'on introduit dans le système des plantes avec leurs proies, des phytophages, des insectes qui vont se développer sur ces plantes sans poser problème aux cultures, mais aussi des auxiliaires. Et on met aussi des alices sur l'an, qui, voilà, on l'a vu, qui étaient des plantes qui pouvaient nourrir les cirfes, les microménoptères. On a notamment mis en œuvre à l'automne, au moment de la plantation d'épinards, des semis de seigle, d'orge et de févrole. Peut-être vous les devinez sur la photo. L'idée étant que ces plantes-là s'installent pendant l'hiver, que des pucerons puissent s'installer dessus, et en fait l'hypothèse a été bien vérifiée, puisque vous voyez sur la photo de droite des pucerons qui se sont développés en grand nombre sur les céréales. L'enjeu étant derrière que des parasitoïdes ou des prédateurs se nourrissent de ces pucerons-là et après puissent passer sur la culture. C'était les hypothèses. Et donc on a fait des suivis dans les aménagements et dans la culture. Sur le graphique de gauche, c'est dans la culture. Et donc vous avez les attaques de pucerons en termes de fréquence sont en bleu, ça c'était sur du concombre, et sur le nombre de pucerons par plant de concombre contaminé, c'est en rouge. Et donc vous voyez sur les plants contaminés, on avait à peu près 1 puceron, 6 autour de mi-mai. Et à cette période-là, on a 0,6 momies, donc c'est les pucerons parasités sur les feuilles. C'est-à-dire qu'on a quasiment un puceron sur 2, un puceron sur 3 qui est parasité, donc un taux de parasitisme très important. Donc une attaque qui a démarré assez fort jusqu'au mi-mai, mais suite à ce pic, on a une pression qui a fortement réduit. Et si on regarde ce qui se passe dans les aménagements, notamment dans les céréales, c'est tout à droite, vous avez un histogramme où il y a tout en rouge, c'est les parasitoïdes qu'on a trouvés sur les céréales. En fait, on avait des céréales sur toute la longueur du tunnel, on avait entre 30 et 40 parasitoïdes, enfin on avait par mètre linéaire, donc ça fait en fait des centaines de parasitoïdes qui étaient présents dans la culture au moment où les pucerons étaient là, et donc qui étaient présents dans la bande fleurie au moment où les pucerons étaient dans la culture, et donc qui sont passés sur la culture et qui ont régulé très fortement les pucerons cette année. C'est-à-dire qu'on n'a fait aucun lâcher dans cette culture. Donc, au-delà des IFT, c'est aussi des économies pour les producteurs parce que cette ressource-là est naturelle et locale et gratuite. Et donc sur le souci, on a aussi eu beaucoup d'auxiliaires, ces parasitoïdes, mais aussi les punaises prédatrices. Voilà, donc en conclusion, on essaye d'aller vite sur des sujets qui créent beaucoup de données, mais voilà, j'espère qu'il y aura des questions derrière. L'enjeu pour nous, c'est de choisir les bonnes espèces de plantes, que ce soit dans une haie ou dans une bande fleurie, des plantes rustiques, des plantes qui existent, des plantes locales, qui existent localement et qui font partie de la flore locale. Choisir le bon endroit pour les mettre en place, pour ne pas trop compliquer le travail des producteurs. Ça demande une surveillance attentive, à la fois des aménagements et des cultures, parce qu'on peut des fois déclencher des transferts actifs entre les aménagements et la culture. Mais ça nécessite avant tout de prendre en compte les contraintes des producteurs.
proposer des plantes en se soustrayant des contraintes des producteurs, c'est le risque que ces pratiques-là ne soient pas mises en œuvre sur le terrain. Et quand on les met en place et qu'on accompagne les producteurs, on se rend compte que ces plantes rendent un réel service en termes de régulation des ravageurs. Et tout ça, ça s'imagine forcément en complément des autres mesures, ça ne se substitue en rien aux autres mesures. Et la surveillance est notamment un des principes de base en termes de régulation des ravageurs dans les systèmes au moins maraîchers et arboriculture, en arboriculture certainement. Et tout ça, ce sont des mesures préventives qui se mettent en place sur le long terme. Merci beaucoup, Jérôme. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à toi. On a la chance d'avoir quelques spectateurs privilégiés qui sont parmi nous aujourd'hui, et donc tu vas avoir une première question par l'un d'entre eux. Non, je voulais simplement savoir... Tu peux venir à l'écran si tu le souhaites, comme ça, voilà. Bonjour, Jean-Baptiste de la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes. Jérôme, je voulais simplement savoir, est-ce que vous avez des résultats sur des effets de ces bandes fleuries-là sur la productivité directe des cultures? Tu veux dire sur du rendement? Concurrence, je pense. En termes de concurrence, potentiellement, hydrique, azoté ou... Non, vraiment en termes de rendement, ouais. Sur la productivité des cultures, est-ce que tu as vu un effet des bandes fleuries? Non, déjà, nous, on est assez satisfait d'avoir réussi à observer un effet sur les cultures. En termes de réduction des ravageurs, on sait qu'il y a pas mal de manips, ce que disait aussi Jean-Michel en préambule, qui montrent l'effet bénéfique dans les aménagements, dans les bandes fleuries, et l'effet sur les cultures n'est pas toujours très tranché. Nous, c'est sûr qu'on joue à une échelle locale, c'est-à-dire on a nos bandes fleuries vous voyez sur la photo, là on est à 1 mètre de la courgette, donc on espère surpasser cet effet du paysage avec des pratiques très locales. Donc déjà, nous on se considère assez privilégiés d'avoir pu mettre en œuvre des effets sur la diminution des pressions de ravageurs, et après, le fait qu'il y ait moins de ravageurs, je pense qu'on n'a pas à prouver qu'il y a plus de rendement. Après, il faut se situer dans où est-ce qu'on en est par rapport au seuil de nuisibilité, et ça, on ne peut pas toujours maîtriser chaque année la plage où on travaille. Donc on n'a pas de manip où on dit qu'on a augmenté le rendement de 10%. C'est ça la question. On a réduit des pressions, là on a vu sur acarien, sur puceron, enfin, des pressions de ravageurs sur acarien, sur puceron, sur une culture. Là, sur puceron concombre, voilà. Par contre, on peut aussi chiffrer l'économie. C'est-à-dire que dans tous ces projets, on tient compte du temps de mise en place des bandes fleuries, des coûts éventuellement induits en achat de plants, pour faire la balance en termes de marge. Est-ce que le bénéfice qu'on en retire en termes de réduction des dégâts, en termes de rendement supposé meilleur, est récupéré par le coût. Enfin, est-ce que ça compense le coût de mise en place? Si c'est pas sur le rendement, ça peut être sur d'autres critères. Voilà, il y a d'autres indicateurs que le rendement. D'accord. Merci pour cette question. Alors, j'ai pas vu de questions sur le chat en ligne. Moi, j'en ai une du coup. Et bien sûr, si entre vous, vous avez des questions à vous poser, c'est encore mieux, encore plus interactif. Jérôme, tu disais finalement dans ta slide de conclusion, ce qui est important, bien sûr, ce sont les espèces. Tu l'as bien montré avec cette diversité de services rendus, mais également choisir le bon endroit. Et cet aspect de spatialisation, en fait, je crois que c'est quelque chose sur lequel vous allez revenir également par la suite. Est-ce que vous avez, pour des producteurs qui voudraient aussi favoriser la régulation par des bandes fleuries, à partir de vos bonnes espèces les plus intéressantes à développer, est-ce que vous avez aussi des recommandations, des préconisations en termes de position? À un moment donné, tu disais plutôt sur le rang, plutôt, voilà. Est-ce qu'il y a des choses, des intervalles, des choses comme ça à expliciter un petit peu? Oui, c'est une bonne question. Après, je pense qu'on n'a pas assez de temps. Non, mais c'est lié aussi au fait de la pérennité de ces aménagements. Si tu envisages une plantation sur l'an, c'est forcément une plante dans nos systèmes classiques qui va disparaître en même temps que la culture va disparaître, parce qu'il y a des cultures d'été, des cultures d'hiver qui succèdent dans nos systèmes qui sont finalement quand même assez intensifs, et y compris en bio. Donc voilà, un espace disponible qui ne va pas gêner le producteur, qui va rester en place, il y avait ou l'extérieur des serres, ou à l'intérieur des serres, il y a juste cette bande de 30 cm sur lequel qui est même vécue comme une gêne par les producteurs, sur lequel on avait l'opportunité de tester des choses qui puissent rester en place plusieurs années. Sur le rang, on met en place des plantes plutôt annuelles, qui vont rendre un service annuel, mais les plants coûtent pas très cher généralement, et du coup on peut les débarrasser à la fin de la culture. Elles vont rendre un service ponctuel au moment de la culture, et du coup ça nécessite quand même de les remettre en place, mais l'avantage c'est qu'elles sont en fleurs très très vite. C'est l'avantage des annuelles par rapport aux vivaces, et donc du coup attirer les cirques, elles vont le faire quasiment dans les premières semaines de leur vie, quoi. Et une autre question que j'ai également posée ce matin à ceux qui présentaient des leviers intéressants à actionner
d'ores et déjà, en fait, en termes de résultats d'expérimentation. Est-ce que tu as une idée, en fait, aujourd'hui, finalement, de la mise en œuvre de ces résultats issus des stations d'expérimentation comme le GRAB, comme au CTIFL à Ballon-de-Rang, en fait, de résultats tangibles d'observation. Est-ce que sur ces cas de services rendus par des bandes fleuries plus particulièrement, tu pourrais dire aujourd'hui un certain pourcentage de producteurs en bio, notamment parce que effectivement c'est un levier qui permet de, comme tu l'as dit, de bien baisser la pression. Quel est le pourcentage aujourd'hui que tu estimerais de développement de ce levier présent dans les serres chez nous en Provence, je dirais? Non. C'est difficile d'appréhender. Non, je ne peux pas donner de pourcentage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi de mettre en perspective, je veux dire. Oui. Ces approches-là, c'est une approche qui a une quinzaine, vingtaine d'années en France sur les cultures spécialisées. Les haies, c'était un peu plus ancien en arboriculture, en maraîchage. Il n'y a pas eu de travaux en France avant. Il y a 20 ans, il n'y avait rien. Donc on est aussi sur des disciplines qui sont récentes. Donc il faut aussi se laisser le temps de lancer la machine. Et je pense qu'on est plusieurs à montrer qu'il y a du potentiel, et c'est vrai que ça se met en place. Et là, il y a un projet vient de démarrer sur le hors-sol, les plantes de service hors-sol, et qui s'appuie sur des travaux qu'on a commencé en sol, notamment sur le souci Macrolophus. Et là, en l'occurrence, c'est le CTIFL qui a été interpellé par des producteurs hors-sol, dans des systèmes complètement différents, beaucoup plus artificialisés, avec des enjeux économiques derrière, des contraintes très très différentes. Mais voilà, je pense aussi que c'est intéressant de voir que cette mentalité, elle évolue, et que l'intégration d'une complexité plus grande et de prise en compte notamment des besoins écologiques des auxiliaires, je veux dire, parce qu'on en est là, nos systèmes agricoles ne peuvent pas se soustraire à tous ces principes écologiques, et ces principes qui fonctionnent dans une réserve africaine, c'est exactement les mêmes qui fonctionnent dans un verger ou dans un tunnel maraîcher. Et de prendre en compte ces besoins-là en termes d'habitat et de nourriture, et de voir que ces producteurs en hors-sol se posent maintenant des questions, je pense que c'est une preuve aussi de l'intérêt et du potentiel qu'on sait pratique. De là à aller sur du pourcentage, combien de producteurs utilisent. Oui, c'était peut-être plutôt de manière qualitative, mais un ressenti sur une sorte de comment ça percole et comment les uns et les autres s'approprient, ne serait-ce que peut-être sous forme de test en fait chez soi, en disant sur un tunnel je vais regarder, je vais m'approprier un petit peu, faire mes premiers tests par moi-même, parce que c'est le début de l'appropriation, au-delà de ce que vous pouvez faire comme essai chez les producteurs bien sûr, mais pour ceux qui ne sont pas encore accompagnés dans le cadre de tests, mais oui, c'est révélateur comme tu le soulignes. On va garder ensuite un dernier tour de conclusif, mais je vais passer la parole donc à Tarek Dardouri, donc en postdoc à l'INRAE de Godron, à l'unité expérimentale de Godron. Voilà, pensez bien à refermer la précédente. Super, merci bien. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter mes travaux sur l'association des plantes aromatiques avec les cultures pour une biorégulation des ravageurs. Donc, mes travaux sont réalisés sur l'épuceron. C'est un ravageur, très dommageable pour les cultures, notamment par des effets directs sur la culture par une extraction de sève, et aussi par un effet indirect par la transmission du phytovirus. Donc c'est un ravageur difficile à combattre et d'importance économique. Pour lutter contre ces ravageurs, la lutte chimique présente une action rapide et efficace. Cependant, elle présente beaucoup des inconvénients, notamment un effet néfaste sur l'environnement, et aussi elle favorise donc la résistance de ces ravageurs. Donc il est primordial de trouver d'autres solutions alternatives à la lutte chimique. Parmi celles-ci, il y a l'introduction de plantes de service avec la culture à protéger. Donc parmi celles-ci, on trouve l'introduction des plantes aromatiques. Ces plantes aromatiques peuvent agir en attirant peuvent agir contre ces ravageurs en attirant ces ennemis naturels. Aussi, elles peuvent détourner les pucerons vers des plantes plus attractives que la plante à protéger. On parle de plantes pièges. Et aussi, elles peuvent masquer les odeurs de la plante hôte et rendre plus difficile à trouver par les ravageurs, comme elles présentent un effet répulsif
ou bien un effet sur leur performance comme la reproduction. Donc aujourd'hui je vous présente deux étapes de mes travaux. Une étape qui est réalisée à l'INRAE d'Avignon, à l'unité PSH, qui consiste à une sélection, évaluation dans des conditions contrôlées du laboratoire et semi-contrôlées sous tunnel. Et dans une deuxième étape, l'évaluation des plantes promoteuses dans des conditions naturelles en verger. Donc pour la première étape, elle est basée sur les critères d'un effet répulsif de volatiles émis par ces plantes de service, aussi par un effet qui altère son alimentation et qui se traduit par une diminution de la fécondité des pucerons, et pour donc avoir un effet, une réduction de ces effets néfastes sur ces ravageurs. Donc une première étape, c'était la sélection d'une plante, donc choisir la plante de service. Aussi, on a essayé donc de comprendre comment elle agit. Et une autre étape importante aussi, de chercher les sources de variabilité de l'efficacité de ces plantes pour essayer d'améliorer leur efficacité. Donc la première étape consiste à une sélection basée sur le comportement olfactif, notamment l'effet répulsif. Pour cela, nous avons utilisé différents types d'olfactomètres. Après une étape d'étude sur les comportements alimentaires, et une dernière étape consiste à évaluer sur plantes en regardant l'effet sur l'impact sur la reproduction. Donc il y a aussi une partie intéressante, c'était l'identification des sources de variabilité, notamment l'effet du génotype et les stades phénologiques. Et on a essayé d'établir un lien entre l'efficacité de la plante de service et les composés volatiles qu'elle émet. Donc les principaux résultats, donc c'était parmi de faire une sélection de plantes. Donc on a fait des tests d'olfaction, on a identifié certaines plantes qui ont un effet répulsif. Ce sont les basiliques, la tagette, l'huile d'Inde en français, et le romarin. Donc ces plantes aussi ont été testées par la technique d'électropénétrographie pour étudier son comportement alimentaire. Donc on a montré qu'ils ont un effet sur ses comportements alimentaires qui se traduit par un effet sur sa fécondité et une baisse de sa reproduction. Après, un autre paramètre très important, c'est les stades phénologiques. On a montré aussi que l'efficacité des plantes de service dépend du stade phénologique. Par exemple, les basiliques sont efficaces au stade végétatif, alors que l'huile d'Inde ne montrait une efficacité qu'en présence de fleurs. Donc, il y a après, les paramètres étudiés, c'est la variabilité génétique. Donc on a testé différents clones et variétés, et nos résultats ont montré qu'il y a une différence en fonction du génotype. Donc en plus du choix de l'espèce à introduire, il y a un paramètre important, c'est le choix de la variété à introduire. Donc c'est pour approfondir cette étude. Donc on a testé différents clones de romarin. Par exemple pour le romarin, donc on a montré que parmi 5 plantes testées, seulement un seul clone a montré une efficacité contre les pucerons. Un autre point important, c'est que on a fait un focus sur on a fait une analyse du composé émis par ces plantes. On a testé individuellement et identifié certains composés qui sont répulsifs, par exemple les camphres, l'acétate de bronyle et l'acétate, les 5 qui sont en rouge. Donc, mais en comparant donc la composition de chaque clone, on a tous les clones elles ont tous ces composés répulsifs, mais un seul clone qui est répulsif, donc c'est l'effet répulsif, il n'est pas lié à un seul composé qui est répulsif, mais à un mélange et une synergie entre les composés.
Donc ces paramètres sont complexes, donc les choix de la variété, donc lors de la sélection, en fonction de la composition et du chromotype. Donc pour les bilans pour résumer cette partie, donc on a pu identifier 3 plantes promoteuses qui ont un effet à la fois sur le comportement d'orientation, donc par un effet répulsif, et ils ont un effet donc sur son comportement alimentaire qui se traduit par une baisse de fécondité. Après, donc des points très importants dans l'introduction de ces plantes, c'est le choix de l'espèce, en plus donc le choix des facteurs génétiques, et il faut déterminer donc un stade phénologique efficace. Et après, il y a d'autres paramètres qui peuvent intervenir sur les conditions climatiques et les conditions de culture. Donc après, on passe à une deuxième étape. L'étape, c'est de tester ces plantes efficaces, promoteuses, dans des conditions naturelles, donc pour confirmer cet effet. Donc pour aujourd'hui, je vous présente l'exemple de romarin. Donc dans un deuxième temps, donc maintenant je réalise au cours de mon postdoc des travaux en verger. Donc il consiste à 2 essais, un essai avec une plante plus vivace, le romarin, et une plante annuelle, c'est la tagette, l'huile d'Inde. Donc aujourd'hui je présente l'exemple du romarin. Donc les romarins, les plantes hautes protégées, c'est les pommiers qui conduit au mode biologique. Après, pour les variétés utilisées, donc on a un manque de recul sur le choix des variétés. Du coup, on a fait un mélange de variétés pour favoriser donc un mélange plus varié pour avoir plus d'effets. Il y a un paramètre important aussi, c'est le choix de la densité des plantations. Pour cette étude, on a fait donc le choix de la densité la plus élevée, tout en prendre en considération un agencement qui permet de conserver la mécanisation dans la parcelle. Donc on a planté, donc on a fait un plan qui permet donc les passages de tracteurs et toutes les plateformes pour travailler donc pour des différents travaux. Donc, le dispositif expérimental, donc, il comporte 2 modalités. La première modalité, c'est des romarins qui sont plantés sur le rang et sur l'interrang. Et comme témoin, c'est une végétation donc naturelle. Après le suivi, pour évaluer donc ces plantes de service, nous avons fait différents suivis entomologiques, comme l'observation visuelle et du banc de piège pour voir les ravageurs, notamment les pucerons cendrés. Après, il y a 2 suivis sur la diversité et l'abondance des auxiliaires. Aussi, on a évaluation donc, du taux de prédation par des cartes de prédation. Donc, je vous présente donc quelques premiers résultats. Donc, sur 2 ans, nos résultats montrent qu'il y a une réduction des pucerons cendrés, donc sur les 2 ans, à certaines dates. Donc, cette baisse d'abondance des pucerons, elle peut être expliquée par une augmentation du nombre de larves de cirques et aussi donc d'autres auxiliaires comme donc je passe rapidement. Il y a aussi un taux de parasitisme plus important. Et après donc avec les différentes techniques, par exemple pour les pois berbères, on a montré qu'il y a un nombre plus important des araignées et des carabes dans la placette de romarin par rapport aux témoins. En suivant donc les forficules avec des abris à forficules, on a montré à certaines dates qu'il y a un nombre plus important de forficules en présence du romarin.
Et par la technique d'aspiration, il y a des aspirations dans les placettes et aussi dans les canopées des arbres de pommiers. Donc on a montré qu'il y a plus d'auxiliaires en présence de romarins. Et par des bandes pièges sur les troncs des arbres, il a montré aussi qu'il y a une augmentation très significative des araignées en présence de romarins par rapport aux témoins. Donc après une évaluation, on a fait une estimation des taux de prédation à la fois dans les témoins et en présence du romarin. On a montré que les romarins favorisent donc la prédation des différents hôtes testés, donc les pucerons, les œufs des carpocaps et les œufs des festia, ce qui montre un taux de prédation plus important en présence de cette plante de service. Un autre paramètre aussi à prendre en considération, c'est le développement et la croissance en fonction des variétés. Donc s'ajoute un autre paramètre à prendre en considération en plus de l'effet de répulsion et attraction des ennemis naturels, c'est comment les romarins, les différentes variétés se développent dans les vergers. Donc il est important donc de choisir des plantes qui se développent et permet plus rapidement et permet de prendre la place peut-être plus compétitive avec les adventistes. Aussi, il y a une autre conclusion importante, c'est que l'agencement de plantes, l'endroit où on met les romarins, c'est très important. On a noté que sur les rangs, les romarins se développent beaucoup moins que dans l'interrang, et ça c'est parce que le romarin, c'est une plante méditerranéenne qui est sensible aux zones en ombrage et aux zones irriguées. Donc, il est important de planter sur le rang plus que dans l'interrang que sur le rang. Donc, ça, c'est un point à prendre en considération aussi. Donc, merci de votre attention. Bravo Tarek, tu as réussi un challenge. J'étais un peu challenge rapide. Incroyable de travail tenir, de 6 ans, c'était pour ça. De tenir un délai, un temps de parole. Du coup, tu as effectivement la possibilité de... Je regarde s'il y a des questions qui ont été posées en ligne pour ne pas omettre... voilà. Alors, c'était peut-être des précédentes questions, parce qu'elles ne s'affichent pas en direct. Oui, bon, on verra tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent en poser. Oui, Jérôme, je t'en prie, vas-y. Oui, dans votre manip, vous avez montré l'intérêt sur les pucerons, mais donc c'est plus un effet, si j'ai bien compris, un effet sur les auxiliaires, puis sur les pucerons. Est-ce que cette manip-là vous permet de mettre en évidence le fait que le romarin peut freiner les multiplications de pucerons, ou c'est compliqué parce que de toute façon il y a plein de choses qui rentrent dans le système, notamment les auxiliaires? Pour la partie développement, donc la fécondité, ça on a pu l'étudier en conditions plus contrôlées en utilisant des clip cage par exemple, en isolant de femelles. Donc dans ces cas-là, on peut déterminer que le fait ça vient directement de volatiles émis par la plante aromatique, mais dans des conditions de suivi général comme ça, on ne peut pas identifier si un effet des auxiliaires ou bien un effet de répulsif aussi. Oui, tu as tout qui se... Mais après, pour répondre à des questions plus précises, il faut utiliser des méthodes plus directes. Pour l'effet répulsif, il y a les vols de retour aussi, c'est important. Donc on peut regarder pendant les vols de retour, est-ce qu'il y a un effet ou pas. Donc plus là, on peut voir un effet de la répulsion. Mais pour le suivi sur des colonies, ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est plus un effet soit des auxiliaires, soit des composés qui peuvent perturber les pucerons, les femelles plutôt. Très bien, moi j'ai aussi une question sur le passage in vitro et la deuxième partie que tu as présentée sur en conditions réelles. Est-ce que in vitro, vous avez aussi exploré, en fait, donc vous avez exploré une gamme de kénotypes, comme tu l'as montré, pour essayer de voir le plus efficace. Est-ce que vous avez essayé de voir aussi l'efficacité en fonction de différents types de pucerons? Parce que là, on a vu que là, c'est dans un cas particulier. Ou est-ce qu'on pourrait dire, finalement, ces composés agissent
en fait, voilà, avec une gamme de différents types de pucerons en face, où c'était ciblé aussi en vitro. Ce qui est sûr, donc l'effet de défaire d'un puceron à un autre. Donc pour moi, j'ai travaillé pendant la partie, c'était sur les pucerons Musus persicés, donc les pêchers. Il y a une autre étape, donc avec ces mêmes plantes, aussi en continuité à mes travaux, c'était réalisé sur les pucerons cendrés par exemple. Ils ont montré donc aussi un effet sur ces pucerons. Mais après, il faut pour chaque puceron faire plus chaque puceron différemment. Donc il faut répéter pour chaque puceron les mêmes essais pour confirmer. Car ça il y a une spécificité malgré tout, justement en lien au puceron. Ça peut être plus général, mais après il y a certains cas, certains plans de service qui sont attractifs aussi pour certains pucerons. Donc la plante peut être à la fois haute et à la fois donc elle peut être répulsive et attractive pour certaines espèces. Donc il faut bien ça diffère, la réponse ça diffère en fonction de l'espèce. De l'espèce de puceron. Oui, d'accord. Donc la réponse ça peut être à bien calibrer ça parce qu'on peut avoir des effets contraires à ceux qu'on recherche oui, finalement. ça complique en plus de l'effet. Donc la variabilité de la plante des services, il y a aussi la variabilité des réponses de l'espèce. Tout à fait. Il y a aussi un paramètre important aussi, c'est les modes d'action de la plante. Donc ça peut être direct sur les pucerons par exemple, et dans le deuxième cas, elle peut être par l'intermédiaire de la plante haute. Donc ça, j'étais rapide sur la présentation, mais par exemple, l'huile d'Inde a montré un effet qu'en présence de la plante haute. Donc lorsqu'il y a l'huile d'Inde tout seul, il n'y a pas d'effet, mais quand on a mélangé donc l'huile d'Inde avec la plante haute, on voit un effet. Donc ça montre que même la plante à protéger peut introduire un autre paramètre à prendre en considération. Donc il y a besoin de modéliser pas mal de paramètres effectivement... D'accord. Et je ressaisis la perche qui avait été tendue tout à l'heure par Jean-Michel dans le cadre de votre expérimentation en cours à Gotteron. Comment ça va être inclus, ces questions, dans des futurs protocoles, ou comment vous allez traiter au-delà de ce que tu nous as présenté là comme résultat? Ça, c'est un autre projet qui consiste à un verger circulaire où introduit différents paramètres comme les haies. Il y a donc les protégés, donc les vergers par des haies. Après, il y a tous les différents paramètres, donc la mixité des différentes espèces, multifruits et tout. Donc c'est un autre projet, mais aussi donc ça c'est un travail primaire pour compléter donc ces travaux. Ils sont rajoutés donc l'introduction de plantes aromatiques dans ces projets. Très bien, donc finalement ce projet est un peu intégratif à la fois des résultats de Jean-Michel par rapport à nichoirs, aux aménagements, aux mares, plus tous ces travaux sur les composés. Tous ces travaux de composés, oui, ça c'est pour compléter, alimenter. Tu veux rajouter? Bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs un projet dans lequel on est partenaire, parce qu'on est plusieurs sites expérimentaux. Le fameux verger circulaire dont on a beaucoup entendu parler. Chacun avec sa spécificité, mais dans ce projet qui s'appelle Alto, en fait, on a... il y a le site de Gotteron, il y a le site du CTFL de Ballandran, il y a également un autre site en agroforesterie à côté de Montpellier. Et l'objectif, c'est justement d'avoir une approche vraiment système et d'intégrer un petit peu tous les leviers, enfin, de les combiner au maximum. On suppose qu'on a pu observer intéressant, plus d'intégrer aussi des techniques en cours, enfin des possibilités comme ça. Mais je pense que tous les acteurs, on est très intéressés par tout ce qui va sortir de ce beau verger sur lequel tous les leviers se concentrent. Je vais passer la parole à Julie Borg pour la dernière intervention et on se gardera quelques minutes pour conclure. Donc oui, on va devoir tourner un petit peu et installer la nouvelle présentation. Je regarde si le temps de l'installation... il y a une question qui était pour toi, peut-être à garder en tête, Jérôme, sur des mélanges d'espèces. Parce que là, tu as présenté espèce par espèce. Et si vous pouvez dire un élément sur est-ce qu'on améliore ou pas par des mélanges, est-ce qu'il y a eu des essais, voilà, on en reviendra. Julie, bonjour. Alors, les travaux que je vais présenter sont un peu dans la continuité de ce que Tarek vient de présenter. Donc ma présentation va porter sur l'utilisation de plantes de service en verger de pommiers et de pêcher.
Alors, en ce qui concerne la gestion des couverts, en fait, on peut utiliser une plante de service à différents moments ou différents espaces quand on installe une culture, par exemple là, un verger de pommier. Donc on peut installer les plantes soit avant l'implantation d'un verger, on peut installer la plante en même temps qu'un verger, ou après l'installation du verger, ou on peut avoir un couvert qui sera semi-permanent, qui sera présent pendant plusieurs années dans un verger. Donc là, dans cette présentation, je me concentre surtout sur des plantes qui vont être installées en même temps que la culture principale et aussi qui vont être présentes plusieurs années consécutives. Alors les effets qui peuvent être attendus de ces plantes sont assez multiples. Donc nous, on va se concentrer sur les effets sur la protection des cultures. Ça a déjà été abordé dans les présentations précédentes. En ce qui concerne aussi bien la perturbation des ravageurs des cultures que l'attraction d'ennemis naturels. Et aussi des effets qui peuvent être visibles sur la compétition pour les ressources et notamment sur l'eau et l'azote. Quand on parle de plantes de service, on pense aussi aux composés organiques volatiles, donc les COV. Donc ce sont des molécules qui vont être émises par ces plantes et qui vont perturber l'environnement olfactif de certains pucerons. Des travaux ont été faits notamment sur le puceron vert du pêcher. Donc c'est une partie des travaux de thèse de Tarek. Et à l'INRA de PSH, plantes et systèmes horticoles à Avignon, on étudie l'effet de différentes plantes de service sur différents pucerons, que ce soit en conditions contrôlées et aussi en verger. Donc depuis une dizaine d'années, on s'intéresse particulièrement à la combinaison du puceron vert et du piment, et aussi du puceron cendré et du pommier, et plus récemment, depuis cette année, à la combinaison entre le puceron vert farineux, le puceron farineux et le puceron cigarier sur le pêcher. Donc on en a parlé tout à l'heure. Une première étape est déjà de voir quels sont les effets de ces plantes aromatiques en conditions contrôlées. Donc on étudie l'effet de ces plantes de service sur le comportement du puceron vert du pêcher et le puceron cendré du pommier. Vous pouvez voir que différentes plantes de service sont testées, que ce soit de la lavande, de la tagette, du basilic, du romarin, de la menthe poivrée. Toutes ces plantes émettent des composés organiques volatiles qui vont avoir des effets différents en fonction des plantes qu'on va considérer, qui peuvent avoir des effets répulsifs sur le puceron, des effets sur sa fécondité ou des effets sur les ennemis naturels. Sur la base de ces résultats en conditions contrôlées, on choisit de mettre en place certaines plantes de service en verger pour évaluer leur efficacité aussi en verger, que ce soit sur les pucerons ou sur les ennemis naturels associés, et aussi de voir si ces plantes peuvent avoir des conséquences sur la production de fruits. Donc je vais vous présenter deux expérimentations. Une première expérimentation qui a été réalisée dans le cadre d'un projet Apitri, qui consistait à évaluer l'effet de deux plantes de service, la tagette, communément appelée l'œillet d'Inde, et le basilic, sur le puceron cendré du pommier, et aussi les effets qu'on pourrait observer sur les ennemis naturels. C'est un verger expérimental de la variété Ariane qui est présent à Avignon et qui est conduit avec zéro phyto. Et trois modalités ont été testées. Donc vous pouvez voir sur les photos, en fait, on a mis des plantes en pot, soit d'œillet d'Inde, soit de basilic ou soit de régras, et le régras servait de témoin. Donc c'est pas une plante qui émet des composés organiques volatiles. Donc à chaque fois, on a pris des petites placettes avec deux arbres. On a placé 24 pots de chaque côté de ces arbres et deux plantes en pot au centre. Et on a répété ça 6 fois dans le verger. Donc on a alterné à chaque fois les différentes plantes dans le verger. Alors ce qu'on voit d'abord, sur ce graphique, il y a différentes couleurs. Donc plus la barre est foncée et plus on observe des pucerons. Donc en gros, on a pris des feuilles de pommier, on a regardé les colonies de pucerons et on a compté le nombre de pucerons qu'il y avait. Et donc on les a classés par classe. Donc il y a 5 classes et plus on a de pucerons, plus la classe est foncée. Et donc on voit l'évolution de ces classes au cours du temps, sur régras, sur tagette et sur basilic. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte réduction des infestations de colonies de pucerons, en particulier sur le basilic. Par contre, on ne voit pas d'effet entre la tagette et le régras, même si on a l'impression que sur tagette, il y a un peu moins d'infestation de pucerons.
Ensuite, on s'est demandé si on avait un effet des ennemis naturels sur ces pucerons. Donc on a commencé par regarder sur les plantes de service si on retrouvait des ennemis naturels. Donc on peut voir sur ce graphique en fait l'évolution du nombre d'ennemis naturels au cours du temps. Ce qu'on voit, donc la courbe verte représente les ennemis naturels qui ont été observés dans les pots de basilic. Donc on voit en fait qu'on retrouve plus d'ennemis naturels sur basilic que dans les autres pots. La tagette aussi a un effet sur les ennemis naturels, mais elle ne se différencie pas du régras, donc de la plante témoin. Alors on peut se demander si ces deux plantes ont bien un effet attractif sur les ennemis naturels. Et une deuxième question qui se pose aussi, c'est de retrouver, donc on retrouve bien des ennemis naturels dans les plantes en pot, mais est-ce que ces ennemis naturels sont aussi actifs sur le pommier? Est-ce qu'ils consomment des pucerons? Donc sur cet autre graphique, on voit l'évolution du nombre d'ennemis naturels qui ont été observés cette fois-ci sur le pommier. Et ce qu'on voit, c'est que là, par contre, on a plus d'ennemis naturels qui sont observés sur les arbres qui sont associés avec des œillets d'Inde, comparativement à des arbres qui sont associés avec la plante témoin, le régras ou le basilic. Donc on s'est posé la question de savoir si au final les ennemis naturels n'allaient pas peut-être sur la tagette parce qu'il y avait plus de pucerons que sur le basilic par exemple. Bien sûr, ces observations sont complétées par des tests en laboratoire où on regarde justement le comportement du puceron cendré par rapport aux différentes plantes de service et on essaie de comprendre un peu les mécanismes qu'il y a derrière ces effets. Que ce soit en faisant des tests de répulsion, donc avec un olfactomètre dont Tarek a parlé tout à l'heure, des tests de fécondité pour voir justement si ces plantes ont des effets sur la fécondité des pucerons, et aussi des tests d'électropénétrographie pour voir en fait quel est le comportement alimentaire du puceron en présence de ces plantes de service. Ensuite, une deuxième expérimentation qui a été faite cette année et qui consistait à associer de l'amande poivrée à du pêcher. L'intérêt, c'était de tester d'une part l'effet de cette plante de service, mais aussi l'effet de différentes doses d'azote sur les infestations de pucerons. Donc en fait, on a croisé l'effet plante de service et l'effet de dose d'azote. Pour cela, on a utilisé un verger expérimental aussi à Avignon, dans un verger de nectarines de la variété Nectar Love. Et donc on a eu 8 modalités qui ont été testées, à savoir le sol nu ou l'utilisation de menthe poivrée et 4 doses d'azote. À chaque fois, on a utilisé des placettes avec 2 arbres et on a répété le dispositif 3 fois. Et donc on a repiqué des boutures de menthe directement sur le rang, à une densité qui est à peu près préconisée pour de la menthe poivrée en monoculture. Alors on a déjà commencé à regarder si on avait un effet possible de la menthe poivrée sur les arbres, s'il y avait un effet de compétition par exemple. Donc ce qu'on voit sur le graphique de gauche, c'est la quantité de nitrate qu'on a retrouvée dans le sol. On voit pour les 4 doses d'azote les quantités qui ont été mesurées. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a bien un effet dose d'azote, donc plus on a une quantité d'azote importante qui a été appliquée et plus on va en retrouver dans le sol. Et surtout, quand on compare le témoin et donc le sol nu avec la menthe, on voit que systématiquement, en fait, aux endroits où il y a la menthe, on retrouve moins de nitrate dans le sol. Si on regarde le graphique de droite, on voit en fait des mesures qui ont été faites sur le potentiel hydrique des tiges, donc c'est-à-dire qu'on regarde si les arbres, les pêchers sont en état de stress. Donc on voit qu'il y a une petite barre en pointillé qui indique une valeur seuil au-delà duquel on considère que l'arbre va être stressé. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec la menthe, donc quand le pêcher est associé avec de la menthe, on a un effet de stress un peu limite, on va dire, mais on voit que l'arbre est plus stressé, en tout cas en présence de menthe, que comparé avec un sol nu. Par contre, quand on a regardé les quantités d'azote dans l'arbre, on n'a pas vu qu'il y avait de différence. Donc les arbres ne présentent pas de différence. Et idem sur la croissance, donc on n'a pas vu en termes de croissance de fruits par exemple ou de surface foliaire des différences que ce soit sur menthe poivrée ou en sol nu. Donc on se pose la question de savoir si au final on n'a pas de compétition entre le pêcher et la menthe.
En ce qui concerne les infestations de pucerons, nous n'avons pas vu d'effet de la menthe. En partie, peut-être, en tout cas, on explique par le fait qu'on a installé la menthe assez tard cette année. Donc en fait, on l'a repiqué courant mai alors que les pucerons étaient déjà bien installés. Donc du fait du confinement, on a eu quelques petits retards d'expé. Mais en tout cas, les essais se poursuivent. Donc là, les prochains objectifs, c'est déjà de voir si la menthe poivrée peut avoir un effet sur les vols retour de pucerons à l'automne. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc là, les mesures sont en cours. Et aussi pour l'année prochaine, de voir si on va avoir un effet de la menthe poivrée sur le démarrage des infestations et sur l'intensité. Et aussi de prélever des composés organiques volatiles dans le verger pour voir justement si les plantes en verger émettent bien ces composés organiques volatiles. Et si on peut avoir un effet aussi de la dose d'azote, à savoir peut-être qu'on va avoir plus de composés organiques volatiles qui vont être produits si on applique plus d'azote par exemple. Donc voilà, ce sont les prochaines questions. Une dernière diapo pour parler des perspectives. Là, les objectifs, c'est déjà de bien identifier les mécanismes d'action des différentes plantes de service. Donc on en a parlé, de voir si on a plutôt des effets de répulsion, des effets sur la fécondité des pucerons. De voir aussi les effets sur différents bioagresseurs. On a parlé beaucoup des pucerons, mais des travaux sont aussi en cours sur le Carpocaps des pommiers par exemple. Et aussi possiblement des effets sur les transmissions de virus via les pucerons. Je disais aussi des effets sur la production, de voir peut-être qu'on peut s'attendre à des effets de compétition, mais sur du plus long terme. Donc là, la menthe va rester 5 ans dans le verger, donc on s'attend peut-être à avoir des effets à plus long terme. Des questions sur l'agencement spatial des plantes de service. Des questions aussi sur les meilleures méthodes pour évaluer l'intérêt de ces plantes de service. On a parlé de l'attraction des ennemis naturels, de la couverture du sol, voilà, des effets sur la production. Et aussi, l'objectif, c'est d'acquérir un peu des références technico-économiques sur ces plantes de service, de savoir combien coûte l'implantation d'une plante de service, l'entretien. Est-ce que c'est au final intéressant pour un producteur de s'embêter à mettre des plantes de service dans son verger. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Julie, c'est super intéressant de voir tout le potentiel finalement qu'il y a on parlait tout à l'heure de techniques qui sont plus ou moins développées, dont on a un peu de recul ou pas, mais ça c'est vrai qu'on voit qu'il y a tout un champ de développement de ces plantes de service pour lesquelles on identifie des voies de substitution par rapport à des traitements chimiques pour faire baisser, enfin vraiment une voie d'avenir. Est-ce que tu peux peut-être nous dire aussi, on a parlé du verger expérimental Alto à Cotteron, sur le verger en co-gestation ou en gestation actuellement sur le site INRAE Avignon. Je crois que vous avez aussi cette idée de coupler des leviers, dont les plantes de service, avec d'autres leviers de type génétique, de type dans le cadre d'un projet qui vient d'être lauréat par rapport à tous ces points que tu listais à la fin. Peut-être en dire aussi quelques mots sur ce qui va être testé à grande échelle dans cette nouvelle unité expérimentale qui va voir le jour, je crois, bientôt. Tout à fait. Déjà, voilà, on va centrer ce futur verger sur le test de différentes combinaisons de leviers, que ce soit sur pommier ou sur pêcher. On a une grande diversité de leviers possibles. Et l'objectif, c'est essayer de faire des tests de combinaisons qui vont être de plus en plus complexes, c'est-à-dire déjà tester la combinaison de 2 leviers, et, par exemple plante de service associée à de la résistance génétique, de voir pendant 2 ans quels sont les effets, de bien comprendre les mécanismes, et ensuite de gagner en complexité, donc de combiner encore plus de leviers au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps et qu'on comprendra bien les mécanismes qui sont impliqués derrière l'utilisation de ces leviers. Donc les plantes de service en font partie. Et une idée, c'est peut-être déjà de tester plusieurs plantes de service en verger et de faire le même test, le même type de test que ce qu'on a fait en laboratoire, c'est de prendre plusieurs plantes de service et de voir finement quels sont leurs effets en verger, de sélectionner peut-être une plante qui sera potentiellement intéressante et ensuite de la combiner à différents leviers. Effectivement, parce qu'on voit, tu l'as très bien montré, que finalement parfois on attend des résultats plutôt sur basilic ou voilà. Est-ce que vous continuerez à
renforcer la robustesse des résultats en les redéployant dans d'autres cas de figure, notamment avec ce basilic, tagette. Oui, c'est certain que ça tournera autour de ces plantes qui sont potentiellement intéressantes. Après, c'est vrai qu'on peut être confronté à des limites dans le sens où la conduite du verger peut être un peu incompatible avec la plante de service considérée. Donc par exemple, Tarek a parlé du fait que le romarin ne tolérait pas très bien l'ombrage. Donc c'est vrai que c'est des limites qui peuvent être envisagées. Donc il y aura des réflexions sur le fait sur des questions sur l'agencement du verger, de savoir par exemple quel interrang on va choisir, si on veut mettre des plantes de service plutôt sur l'interrang ou plutôt des plantes de service sur le rang. Donc ça va conditionner aussi la façon dont les arbres vont être implantés. Et peut-être qu'on sera amené à choisir certaines plantes de service parce qu'elles seront plus faciles à conduire, à implanter. Par exemple, l'amande poivrée tolère très bien l'ombrage. Et c'est vrai que là, jusqu'à présent, vous voyez qu'elle était plutôt contente de pousser au pied des pêchers qui sont très bien irrigués. Donc ça peut être aussi des critères à prendre en compte. Oui, des compromis à trouver entre facilité d'implantation, résultat. Voilà. Merci beaucoup, ça laisse entrevoir. On est impatient là aussi. On aimerait se projeter dans quelques années déjà pour avoir les résultats de ces grandes expérimentations qui combinent un grand nombre de leviers. Peut-être pour répondre à ceux qui sont en ligne, je te relance sur la question de la combinaison aussi des espèces, Jérôme, avant de faire une petite conclusion à tour de rôle. Je crois que j'ai pas d'autres... elle était pour toi également sur préciser des exemples de ce qu'on appelle les plantes relais, une question, et l'exemple en particulier que tu as cité a priori du seigle, comment on l'utilise, il y a quelque chose autour des plantes relais. Par rapport, on est passé très vite en fait dans tout ce qui est... En peu de temps, c'est sûr qu'il vaut mieux multiplier les ressources en termes d'habitat et de nourriture pour les auxiliaires. On a une diversité d'auxiliaires qui ont des exigences différentes. Tout miser sur une seule espèce, que ce soit dans une haie ou dans une bande fleurie, c'est multiplier les risques. Donc il vaut mieux avoir une diversité de plantes mises en œuvre au sein de plantes de service. Après, c'est ces histoires de compromis. C'est jusqu'où on va en termes de complexité, parce qu'on a en face de nous des producteurs qui ont aussi... ils ont une ferme à faire tourner. Donc c'est trouver ces compromis-là pour fournir suffisamment de diversité, de ressources, d'étalement dans le temps. C'est aussi le même mécanisme dans les haies. Des floraisons précoces, des floraisons tardives. Par contre, pour les proies de substitution, on essaie d'être le plus précoce possible. Donc, avoir plusieurs espèces, c'est clairement diminuer les risques qu'une espèce disparaisse et tous les bénéfices qui vont avec. Le problème, c'est le compromis. C'est qu'on n'a pas forcément aussi une multitude d'espèces candidates à proposer pour l'instant aux producteurs. L'idéal dans un mélange fleuri, c'est autour de 10-15 espèces, et c'est un peu sur les mêmes bases qu'on constitue une haie composite qu'on s'appuie. Sur nos sur nos propositions actuelles, on est plutôt autour de l'ordre de 5-6 espèces dans les abris. Ça, c'est quand on fait des plantations avec des plants qu'on commande chez un pépiniériste. Quand il s'agit de mélanges fleuris qu'on achète, et on a, nous, participé à des projets où on a créé des mélanges fleuris dont l'enjeu, c'était uniquement la fourniture d'auxiliaires, on est aussi sur des mélanges de l'ordre de 12-15 espèces. Et dans ce cas-là, on a des associations d'espèces annuelles bénéfiques qui vont occuper le terrain la première année. Pendant ce temps-là, les plantes vivaces mettent plus de temps à s'installer, et ces plantes vivaces prennent le relais les années suivantes. Mais quand on regarde la bande fleurie, on ne voit jamais les 12-15 espèces, déjà parce que toutes ne vont pas lever, et aussi parce qu'il y a une succession culturale, et in fine, c'est la flore spontanée qui va reprendre la place au bout de quelques années. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, il me semble. Il me semble que tu as très bien répondu. Je vais vous laisser peut-être quelques mots de conclusion pour chacun. Soit on garde l'ordre d'apparition à l'écran, soit c'est chacun, mais sur peut-être les redire en termes de perspective ou de préconisation, recommandation pour des personnes qui souhaiteraient promouvoir ces différents leviers que vous avez développés tout un chacun sur augmenter cette complexification, cette diversification, mobiliser différents services, les combiner surtout, puisqu'on a bien vu que c'était des effets partiels. Donc chacun d'entre vous, peut-être si vous voulez, c'est un dernier round avant de lâcher l'antenne. Je ne sais pas si c'est une conclusion, mais en tout cas... On a parlé de complexification de l'agrosystème, finalement, de différents projets qui ont pour objectif, en tous les cas,
complexifier, non pas pour le plaisir, mais justement pour essayer de favoriser le levier de la biodiversité fonctionnelle au sens large. La question, ce sont des projets très exploratoires aussi, hein, il faut le dire. Les exploitations à l'heure actuelle ne sont pas là pour la majorité. Donc en fait, c'est des projets qui, j'espère, sont intéressants parce que c'est dans des systèmes expérimentaux qu'on prend les risques à la place des producteurs et qu'on pousse le bouchon très loin, à la fois en termes d'aménagement, mais en termes de réduction très forte des pratiques phytosanitaires, puisqu'on traite quasiment pas, ou enfin en tous les cas, il y a un cadre qu'on s'est fixé très strict sur ce qui est pratique, sur les pratiques. L'objectif est d'évaluer finalement aussi avec différents indicateurs les aspects de faisabilité, les aspects technico-économiques, de ce qu'on est capable de sortir de tels systèmes de production sur lesquels on sait aussi pertinemment que on aura des niveaux quantitatifs et qualitatifs qui seront très différents de systèmes plus conventionnels ou de références qu'on a par ailleurs. Mais l'idée, c'est vraiment de voir un peu globalement le potentiel finalement de ces systèmes et à quel type de production ou à quel type de marché ils peuvent répondre. Je pense que ce que tu as aussi pointé de façon très évidente, c'est que même si on ne cherche pas à combiner tout ça, finalement, on a des moyens de levier, des nichoirs, c'est pas très coûteux. On a des moyens d'action malgré tout, sans chercher à tout combiner, sans chercher à faire un verger un peu révolutionnaire, circulaire, etc. Vous avez montré chacun des voies efficaces. Sans aller, comme tu disais, sur des systèmes très ambitieux, comme Julie a présenté le projet Cap Zéro Phyto, carrément, en production, vraiment se lâcher complètement des phytos. Donc, on a malgré tout des leviers que vous avez identifiés et pointés. Jérôme, il y a des moyens d'agir dès aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui est important de retenir. Déjà en changeant le regard qu'on a sur la biodiversité, sur l'environnement, les exploitations. Tout à fait, merci. Je crois qu'on a quelques minutes vraiment très courtes, une minute chacun. Oui, on fait des expérimentations, mais on a quand même des résultats qui commencent à devenir tangibles. Nous, on essaie de les diffuser, notamment, je vais faire un peu de publicité sur le site du Grab, grab.fr, donc il y a des fiches techniques. Ça demande quand même que le producteur appréhende un peu les mécanismes. C'est un peu la difficulté de ce type d'approche, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite. Il n'y a pas une notice qu'on applique comme un produit phyto. Et donc ça nécessite aussi que les producteurs s'impliquent en termes de suivi, en termes de compétences, et aussi que nous, on prenne en compte leurs contraintes dès le montage des projets. C'est-à-dire qu'on peut pas, si on arrive avec les grands principes de l'écologie, on va arriver avec des usines à gaz qu'on ne pourra jamais voir sur le terrain. Et c'est vraiment l'implication et la contrainte des producteurs doit venir à la source des projets pour que nous, on colle au mieux, pour qu'on leur propose des choses qui soient réalistes, parce qu'on est toujours dans cette histoire du compromis. Merci beaucoup. Tarek et Julie, vous nous avez laissé entrevoir des belles perspectives. C'est normal, vous travaillez dans la recherche, donc vous êtes un pas plus loin, dans le sens presque de questions plus fondamentales sur sur les composés volatiles, sur des choses qui seront peut-être accessibles dans un pas de temps, peut-être à moyen terme. Est-ce que vous pensez aussi associer les producteurs, peut-être dans des essais plus ponctuels en dehors des sites d'expérimentation INRAE, pour démultiplier peut-être des sites sur ces questions de plantes de service? Dans les cadres en complémentarité, bien sûr. Donc c'est dans le cadre de mon postdoc aussi, il y a une approche de co-conception. Donc on a essayé d'intégrer les différents acteurs de la filière, donc des chercheurs, des agriculteurs et des techniciens. Donc on a essayé de faire des ateliers de co-conception, donc afin de voir comment le placement des plantes, le choix des plantes est expliqué. Il y a le côté expérimentation et appliqué pour rapprocher les mécanismes de l'importance des plantes de service aux agriculteurs. Très bien, merci beaucoup. Et Julie, le mot de la fin sera pour toi. Juste pour dire que oui, il y a vraiment une complémentarité entre
les points de vue de recherche où on essaie vraiment de comprendre tous les mécanismes finement. Et ensuite, la partie production, où voilà, l'objectif c'est plutôt de voir si ça fonctionne et dans quelles conditions. Donc c'est vrai que dans les projets, c'est souvent de la recherche un peu expérimentale approfondie, mais on essaie toujours de rester en contact avec les conseillers, les producteurs pour voilà, pas être complètement déconnecté de la réalité. Et même si voilà, c'est encore en conditions expérimentales, de les associer parce qu'ils ont aussi leur regard, leur expertise. Donc d'essayer d'avancer un peu en parallèle entre comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et aussi de voir en fait si ça fonctionne et dans quelles conditions. C'est une très belle conclusion et c'est aussi le cœur de l'UMTC Bio qui mixe de la recherche au développement pour prendre en compte voilà, les préoccupations vraiment terrain et aussi se projeter sur des nouveaux leviers à explorer et à mettre en œuvre. Merci, on rend l'antenne et prochaine conférence à suivre en direct. Au revoir. Merci. Merci. Merci.